micro. Merci pour l'invitation. Je vais calibrer la distance et merci à tous d'être venus pour discuter de cette thématique. Effectivement, je vais reprendre un petit peu les idées du livre et puis ce qui me nourrit au quotidien, puisque je travaille pour une fondation pédagogique, je travaille beaucoup au contact des enseignants. Et donc, en fait, je suis venu vous parler un peu de pédagogie aujourd'hui, mais vous allez voir au sens un peu large, parce qu'on est tous nombreux, vous êtes certainement de cela, à regretter, à dénoncer l'inaction climatique, l'inaction environnementale, l'inaction face à ces changements qui arrivent. Et le parti pris, c'était de dire, plutôt que juste dénoncer l'inaction, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à en expliquer les causes ? Et en cherchant à expliquer les causes, peut-être qu'on arriverait à trouver des pistes d'action pour arriver justement à la dépasser. Donc dépasser le constat de l'inaction, chercher à la comprendre, chercher à comprendre notamment les éléments psychologiques qui nous façonnent pour arriver à comprendre comment on pouvait dépasser tout ça. Et pourquoi parler de pédagogie ? Parce que la pédagogie, c'est finalement l'art de transmettre des informations pour amener des changements. Et quand on pense pédagogie, bien sûr, on pense le maître dans sa salle de classe, mais en réalité, on est un peu tous pédagogues dans notre quotidien. On est sont pédagogues plutôt les journalistes, par exemple, qui donnent de l'information, ou en tout cas, ils devraient l'être. Et puis, tout un tas de corps de métier, les naturalistes aussi, à qui on va poser une question, par exemple, sur ce qu'ils sont en train de faire, l'espèce d'oiseau qu'ils sont en train d'étudier. Et puis les parents, les enfants qui parlent à leurs parents, le frère, la sœur. On a tous quelque chose à apporter à quelqu'un autour de nous. Et on est tous aussi élèves, parce qu'on va écouter justement les actualités, on va écouter ce qu'on nous dit. Et puis l'idée de savoir, c'est comment ça se passe entre ces personnes-là, un peu ce que j'ai représenté là-haut. Et quand je dis que c'est un art d'enseigner, c'est qu'on le fait de manière spontanée. Souvent, on ne se pose pas beaucoup de questions. Or, la manière dont on va parler, les mots qu'on va choisir, les postures qu'on va adopter vont avoir en fait un impact très très important sur la manière dont le message passe. Un petit peu comme si on était des ingénieurs de la communication. On regarde ça de manière très éloignée, puis on regarde comment l'information elle va circuler du pédagogue vers celui qui apprend et voir si ça se passe et comment ça se passe. De manière la plus simple possible, le pédagogue, il est là pour, vous ne voyez pas très bien, mais je vais mettre des mots sur les cases, pour informer, si c'est un prof de sciences, pour démontrer, pour expliquer. Et peut-être que si c'est un naturaliste ou si c'est un auteur convaincu, il va arriver à persuader, à convaincre, il va peut-être même embarquer la personne avec qui il discute et la pousser à s'engager. Peut-être qu'il va se passer ça. Peut-être aussi, et c'est peut-être volontaire ou pas, il va plutôt la choquer, la heurter, la contrarier. Bon, parfois, on peut peut-être se dire qu'à un moment donné, c'est aussi une étape importante pour la prise de conscience. Mais peut-être qu'il va au contraire la braquer, l'agacer. Et tout ça, ça va se passer de manière instantanée, en un clin d'œil. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut améliorer ça ? Est-ce qu'on peut mieux comprendre justement avec l'approche que je disais tout à l'heure, celle de révéler ce qui se passe dans nos esprits, de mettre quelque part nos émotions, nos réactions sur écoute, sur haut-parleur, voir un petit peu ce qui se passe dans nos pensées à l'intérieur de nos esprits, et mieux comprendre comment le pédagogue, mais comment surtout l'élève reçoit le message, et est-ce que ça va l'inciter à s'engager, à adopter des nouveaux comportements pro-environnementaux, ou au contraire, ça va le laisser soit indifférent, soit le plonger dans l'inaction. Donc c'est tout ça que je vais vous raconter aujourd'hui, et un des fils directeurs que je vais utiliser, c'est cette photo. Alors en fait, c'est une capture d'écran d'une vidéo plus longue où on voit un ours polaire affamé, se traînant, et était marqué à l'époque, voici à quoi ressemble le changement climatique. Et même si je ne vous ai pas dit le mot, je pense que c'est quelque chose qui naît tout de suite dans notre esprit, l'image de l'ours polaire comme figure du changement climatique. Alors l'idée, c'est justement de se dire que ça, finalement, c'est une pièce d'information. Alors on pourra l'analyser tout à l'heure. L'information au sens le plus brut du terme. Je n'ai pas dit une bonne, une mauvaise, je n'analyse pas. Mais c'est une information qu'on va recevoir. Et elle va provoquer en nous une émotion. Peut-être qu'elle va nous pousser à nous intéresser au sujet. Peut-être qu'elle va nous mettre en colère, nous déprimer, nous laisser indifférents. Et de là, il va se passer ce que je disais tout à l'heure, on va adopter un comportement qui peut être s'engager pour une ONG, peut-être on va aller se documenter,
peut-être qu'on va aller signer une pétition ou manifester son mécontentement sur Internet. Ça aussi, ça fait partie de notre action, de notre gamme d'action. Ou peut-être qu'on va regarder toute autre chose, aller se divertir, aller jouer au foot parce qu'on n'a pas envie de se poser ce genre de questions, soit parce que ça nous passe très loin, soit au contraire parce que ça nous a déprimés et qu'on n'a plus trop envie de s'intéresser au sujet. Et c'est donc décrypter toute cette chaîne-là qui m'intéresse, parce que du coup, on peut se demander, c'était la mission de cette personne qui a mis cette photo sur les réseaux sociaux, c'était de dire, voilà, je vais essayer de toucher le plus grand nombre de gens possible, les RT, et de fait, sa mission, elle a été réussie. Le National Geographic, puisqu'en fait, c'est eux qui ont repris la photo, estime qu'elle a touché, alors c'est eux qui détiennent les chiffres, on peut leur faire confiance plus ou moins, mais elle a touché 2,5 milliards de personnes. Vous imaginez quand même, on arrive à avoir une information comme ça qui se propage pour arriver à toucher un quart de la planète. Ça veut dire qu'elle a des caractéristiques, cette information. Ça veut dire qu'elle parle à nos esprits, ça veut dire qu'elle est facile à relayer, elle contient un message clé, et pour autant, on va se demander, est-ce qu'elle contient le bon message? Est-ce que c'est elle qui va permettre de faire avancer les choses ou pas? Donc on va analyser, décrypter, décortiquer cette information qui est en réalité qu'un exemple. On pourrait prendre un petit peu n'importe lequel pour faire le même exercice. On va essayer de se poser 3 questions. La question sur la manière dont nos esprits analysent l'information et les réactions que ça procure, le premier passage. On va se demander qu'est-ce que ça raconte sur notre histoire, sur notre compréhension de la crise, alors j'ai mis de la biodiversité, mais de la crise environnementale plus généralement, et même on pourra parler du climat plus spécifiquement, et de ses implications. Et enfin, 3e point, on va se demander à comment nos esprits arrivent à se mettre en action ou au contraire à rester dans l'inaction, et qu'est-ce que joue l'information dans tout ça? Est-ce que c'est clé? On dit souvent, si on sait pas, si on n'agit pas, c'est qu'on ne sait pas, donc il faut informer. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'il suffit d'informer pour entraîner une action? Mais je vais repartir du premier point. Qu'est-ce qui se passe quand mon esprit perçoit cette photo? Et je le dis tout à l'heure, en fait, il faut une fraction de seconde pour qu'une grande majorité d'entre nous activons une case automatique dans notre esprit qui nous dit « changement climatique ». Et en réalité, si on y réfléchit bien, si justement on met une pause sur notre système de pensée, qu'on essaie de se demander comment ça se passe, est-ce que j'ai raison, on va se poser la question suivante qu'on devrait toujours un petit peu se poser, c'est quelle est l'information qu'il me manque pour arriver à conclure sur le lien de causalité, parce que tout à l'heure Jean-Claude parlait de cause, sur le lien de causalité entre changement climatique et ours polaire. Et pour ne pas vous laisser, même si vous êtes dans le noir, vous endormir progressivement, je vais vous demander de réagir, alors même si vous réagissez uniquement dans vos esprits, mais si quelqu'un veut lever la main ou juste parler spontanément, quelle est l'information qui manque pour qu'on puisse raisonnablement conclure que cet ours polaire est victime du changement climatique? Les conditions de son environnement, ok. Il peut très bien avoir subi tout un tas d'autres choses qui sont liées à sa propre existence personnelle, oui. Voilà, c'est un cas particulier. Et donc, à moins d'avoir assisté à toute son histoire à cet individu, arriver à généraliser et comprendre ce qui se passe globalement sur cet ours polaire, il faudrait comprendre ce qui se passe pour tous les ours polaires. Et pour ça, en fait, on a effectivement besoin non pas de raisonner à l'échelle des individus, mais à l'échelle d'une population. Et c'est d'ailleurs ce que les écologues vont faire. Et ils vont regarder si, au fur et à mesure du temps, on a une augmentation, une diminution ou une stabilisation de la population d'ours polaires, mais notamment de leur état physique. Alors du coup, c'est là où ça se complique, c'est que j'ai cette information qui en réalité a une faible valeur de preuve, et puis j'ai sur Internet, et puis ça a été mon cas en fait, j'avais envie d'écrire sur les ours polaires, sur ce lien entre changement climatique et ours polaires. C'est un très bon exemple de ce qu'on appelle l'illusion de profondeur explicative. Vous voulez savoir si, vous interrogez quelqu'un sur ses connaissances, il va vous dire oui je sais. L'exemple qui est dans la littérature en psychologie, c'est la chasse d'eau. On demande à une grande majorité de gens, est-ce que vous pensez savoir comment fonctionne une chasse d'eau? Les gens répondent oui. Puis on leur demande de faire un dessin pour l'illustrer. Et puis là, ils se rendent compte de toute l'information qui leur manque.
Et les ours polaires, c'est un petit peu un exemple similaire. Est-ce qu'on est capable, même si on l'entend, on l'associe au changement climatique, est-ce qu'individuellement, on est capable de comprendre la chaîne causale complexe qui permet de relier l'ours polaire au changement climatique? Alors, j'ai repensé à cette vidéo que moi je connaissais, je suis allé chercher, puis j'ai cherché sur Internet, et inévitablement, si vous étiez un citoyen lambda, que vous vous posiez la question du changement climatique et des ours polaires, et que vous vouliez aller au-delà de ce qui reste dans votre esprit comme intuition de oui, c'est vrai, puis vous allez chercher sur Internet et inexorablement, disais-je, vous allez tomber sur ce site à droite qui dit, en gros, c'est une zoologiste, en tout cas elle se déclare comme telle, et elle dit l'ours polaire, la catastrophe qui n'a pas eu lieu. Et puis vous allez voir, elle vend plein de livres sur Amazon, donc elle a tous les traits de quelqu'un qui donne finalement une information digne de confiance. Elle vend des livres, vous savez, c'est le fameux vu à la télé, mais on s'est vu sur Amazon, et puis elle a le statut. Et donc on a ce monde de l'information qui devient de plus en plus complexe et difficile pour la personne qui manque de connaissances d'arriver à faire le tri. Alors moi j'avais un peu la connaissance, mais je voulais vraiment raconter, au-delà de juste je sais que, comment je fais pour arriver à convaincre. Et donc j'ai fait cette démarche pour le livre. Et j'ai commencé à lire et lire et lire la biblio scientifique sur le sujet, ce qu'on n'a normalement tous pas le temps de faire dans notre vie quotidienne. Mais l'exercice était vraiment sympa parce qu'il permettait de voir historiquement comment cette information du lien entre changement climatique et ours polaire s'était construit. Et ça remonte aux années 90 quand des scientifiques ont commencé à se dire si le changement climatique a un impact, parce qu'on n'était pas encore sûr, sur la calotte polaire, alors voilà où ça devrait commencer à s'allumer dans les populations d'ours polaires. Et la personne qui a participé, pas le tout premier, mais juste après les pionniers, à construire cette information, c'était Andrew de Rocher. Alors, ni une ni deux, je lui ai écrit un mail à Andrew, et les scientifiques, en tout cas une bonne majorité d'entre eux, ont ces qualités-là humaines, ils ont envie de partager leur savoir, et Andrew, il a pris le temps de m'aider à me balader dans les méandres de la littérature scientifique sur le sujet, et donc du coup, j'ai essayé effectivement de la vulgariser. Et donc à la fin, effectivement, j'en suis convaincu, la littérature scientifique, les scientifiques, le consensus scientifique montre le lien entre changement climatique et ours polaire. Mais ça changerait à mon problème. La question, c'est qui croire? Est-ce que je crois Suzanne ou est-ce que je crois Andrew? Tout à l'heure, j'hésitais entre Suzanne et les ONG, et maintenant, je me demande la même question pour Suzanne et Andrew. Alors, si on réfléchit bien, on a des petits indices qui nous mènent sur cette enquête. Au-delà du fond scientifique, et je vais y revenir, on a des indices quand on va sur le site notamment de Suzanne, qui vont vous rappeler une certaine histoire récente au sujet du coronavirus. C'est une personne qui joue la carte de seule contre tous. Elle affirme qu'elle détient une vérité que tous les autres ne détiennent pas. Alors, normalement, ça devrait nous alerter. Comment ça se fait qu'une personne déclare savoir ce que tous les autres ne savent pas? Quand on pose la question comme ça, on se dit bah oui, c'est évident. Mais en fait, ça séduit le grand public, ça séduit l'image du combattant qui un petit peu va à l'encontre du consensus et arrive a le courage de dire ce que tous les autres pensent tout bas. Et en réalité, si on va chercher des informations sur Andrew, on va remonter sur ce site SSC-PBSG. Et on va regarder, on va voir qu'Andrew, effectivement, il figure parmi ces personnes-là, mais il figure parmi tout un tas d'autres scientifiques qui, en fait, parlent non pas en leur nom propre, mais au nom d'une communauté. Et ça, c'est le premier point, c'est que la recherche scientifique, c'est un travail communautaire, c'est un travail collectif. Et la connaissance qui est produite, elle n'est pas produite par des individus isolés, même si on en a encore parfois cette image, elle est produite par une communauté de scientifiques qui vont échanger autour des faits qui sont produits pour en valider collectivement la validité. Et le deuxième point, c'est qu'ils utilisent des méthodes, et des méthodes qui sont, là encore, validées collectivement. Alors, dans le livre, je n'ai pas fait un cours d'écologie pour affirmer telle ou telle chose. J'ai voulu montrer au lecteur la complexité de ces savoirs, dévoiler un petit peu l'illusion de profondeur explicative. Comment ces scientifiques ont fait et pourquoi ils ont mis 10, 15, 20 ans pour arriver à démontrer ce lien entre changement climatique et ours polaire. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais comment plus 1,5 degré, plus 1 degré maintenant, vers plus 1,5 degré à la surface de la planète peuvent perturber une population d'animaux sauvages, et comment je fais malgré les fluctuations inhérentes à toutes les populations sauvages, d'une année elles se portent bien, l'année suivante elles se portent pas bien, il y a des variations entre les individus, il n'y a pas
il y a une espèce d'ours polaire, mais il y a 19 sous-populations, et ces 19 sous-populations, elles ne se comportent pas tout à fait de la même façon les unes les autres, certaines sont plus au nord, d'autres moins au nord, etc. Comment je fais pour sortir un message de tout ça? Et c'est très très compliqué. Alors on pourrait se dire, oui, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'éduquer le grand public à ça? Ben, c'est important. Le grand public, après, il ne va pas lui-même mener des enquêtes sur les ours polaires. Et c'est bien ça le but, finalement, dans tout ça. Notre société s'est répartie des rôles et le rôle de savoir, de production des savoirs, incombe à une partie d'entre eux, ceux qui détiennent justement ces méthodes, ce temps et les moyens pour arriver à construire cette connaissance. Le grand public, lui, il a besoin finalement d'accorder sa confiance. J'avais écrit un premier livre sur l'esprit critique qui disait que c'était l'art de faire confiance. Souvent, on pense à l'esprit critique comme se méfier des fake news, se méfier des fausses informations. L'idée, c'est de renverser le raisonnement et plutôt de dire faire confiance, oui, mais savoir à qui faire confiance. Avoir une confiance éclairée. Une confiance qui est abaissée par rapport à ses propres intuitions. L'intuition de se dire c'est plus compliqué que ce que je pense. Et l'idée d'aller regarder ce que les scientifiques font. Non pas parce que ce sont des scientifiques, non pas parce qu'ils portent une blouse blanche, mais parce qu'ils ont des méthodes qui permettent d'arriver à des savoirs qui sont robustes. Et là où c'est vraiment compliqué, ça va vous faire réfléchir par rapport au combat de l'ONG avec cet ours polaire qui est affamé, c'est que quand on discute avec Andrew, il explique, en fait, les signaux qui s'allument sur les ours polaires, c'est des signaux très très progressifs. C'est une population qu'on dit longévive, une espèce qui va vivre sur des grands temps de vie. Même s'il y a des individus qui commencent à mal se porter du fait du changement climatique, la population ne va pas s'effondrer brutalement. Ça va commencer par être des petits signaux, les femelles qui font un peu moins de jeunes, les jeunes qui sont un peu moins en bonne santé, etc., etc. Et ça, le scientifique, lui, il peut le déceler. Alors, il ne va pas voir des ours polaires qui deviennent maigres du jour au lendemain, il va détecter ces signaux. Et Andrew de m'expliquer, si j'expliquais au grand public que les ours polaires ne vont pas disparaître du jour au lendemain, ils se détourneraient peut-être de cette cause-là. Mais si on attendait que les choses vraiment dégénèrent, alors il serait trop tard pour agir. Et là, vous voyez toute la difficulté pour le scientifique et pour notre société d'arriver à s'emparer parfois de ces signaux qui ne sont pas encore pile devant nos yeux. Et là, vous voyez le lien aussi avec le changement climatique. À quel point, à quel moment on va arriver à se mettre en branle, à écouter les informations au moment où probablement ce serait trop tard. Et l'idée, c'est justement d'arriver à créer cette littératie écologique, scientifique, arriver à donner au grand public cette capacité à s'informer de manière un peu différente de ses perceptions, de ses émotions immédiates, et plus sur une réflexion plus profonde. Alors, vous pouvez me demander, mais quel est le rôle, enfin les stratégies qu'utilise cette pseudo-scientifique en réalité? Ça a été décrit, un article dont je mets le lien ici. On connaît maintenant les stratégies qui sont utilisées par ces personnes, ces complotistes, pour arriver à créer cette confusion. Ils vont faire des effets, les Anglais disent framing, de cadrage, présenter l'information d'une certaine façon pour amener la personne à conclure. Utiliser du vocabulaire difficile, décontextualiser, surtout utiliser le doute scientifique. Les scientifiques ont tout le temps la prudence de dire il est extrêmement probable que, il est très probable que, puis on va retourner la chose en disant s'ils ne sont pas sûrs, c'est finalement qu'on peut douter, et donc du coup, on n'a pas besoin encore de s'inquiéter. Vous voyez le renversement de l'argument qui est très 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 utilisé, l'utilisation du doute. Il y a des sociologues qui ont décrit ces stratégies, notamment Oreskes qui a publié un livre sur les semeurs de doute, où on a montré effectivement toute une stratégie, alors là pour le coup activement construite, d'utiliser le doute pour diminuer la capacité des sociétés à réagir face à une information. Pour vous montrer que c'est absolument pas ponctuel, mais c'est au contraire quelque chose qui est très utilisé. Récemment, vous avez peut-être vu passer cette information, et il y a eu un média, ou je ne sais pas comment l'appeler, qui a dénoncé le discours catastrophiste des ONG environnementales, chiffres et exemples à l'appui, et le titre c'était « La biodiversité ne s'effondre pas ». Et si vous regardez dans le « nous connaître », vous allez retrouver la même chose. Pas d'expertise scientifique, une personne qui porte un message un petit peu seul contre tous, et qui utilise, alors c'est très très bien construit, il a fait un très joli PDF, ce monsieur, très beau, très agréable à voir. L'effet de cadrage, il a choisi quelques espèces qui avaient des populations sauvages qui augmentaient. Il a expliqué que le message était catastrophiste et que la biodiversité ne s'effondrait pas. Ensuite, bien sûr, des communautés scientifiques l'ont attaqué, pas mal de médias, et puis il a fait une vidéo en disant, vous voyez,
On ne peut pas parler avec ces gens, ils ont une vision dogmatique de la situation, ils nous disent que ça c'est vrai, puis moi je suis juste là pour montrer que c'est peut-être pas si vrai que ça, et je veux laisser au grand public la possibilité de se faire sa propre opinion, et hop, il a semé le doute. Ce discours, il est très bien reçu par le grand public. Bah oui, on a le droit d'avoir son avis. Bah ça dépend, pas sur les faits. On ne va pas se mettre à voter demain pour savoir si 3 est plus grand ou plus petit que 8. C'est un fait qui sort de la logique mathématique. De la même façon, on a des données qui permettent de corroborer de manière suffisamment fiable ce qu'on appelle le consensus scientifique, certaines affirmations qu'il ne faudrait pas remettre en question si nos sociétés veulent prendre des choix demain qui sont éclairés. Pour vous montrer malgré tout que ce n'est pas une affaire de complotisme et ce n'est pas une affaire de problème de médias uniquement, je vous invite à me suivre sur un autre exemple, un classique quand on fait des études d'écologie, c'est l'effondrement d'une population de morues au large du Canada. C'est un classique parce qu'on étudie souvent ces exemples bien documentés, bien détaillés, en se posant des questions que vous voyez deviner derrière. Peut-être que cet effondrement qui est arrivé ponctuellement, il a des choses, des leçons à nous apprendre sur les mécanismes écologiques qui peuvent entraîner l'effondrement de population. La réponse est oui. Si vous voulez, on parlera des mécanismes écologiques qui ont conduit à l'effondrement de cette population de morues. Mais ce qui m'intéresse ici aussi, c'est les rouages psychologiques qui ont mené à ne pas voir ce qui était l'effondrement qui allait avoir lieu. Alors ici, si je vous montre ce graphique, c'est sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, c'est le nombre en tonnes de pêche de morue annuelle dans cette population de Terre-Neuve. Et sur l'axe des ordonnées, c'est le temps. Donc depuis 5 siècles, vous voyez, cette population était pêchée. Il y avait des pêches du monde entier qui partaient sur ces bancs de Terre-Neuve, et notamment en France, en Normandie, en Bretagne, il y avait des marins qui partaient pendant des longs mois en hiver, et on raconte, moi je me suis plongé un petit peu dans cette histoire, des récits assez terribles de marins qui s'en vont, les femmes qui restent pendant des mois, qui sont toujours habillées de noir parce que elles sont, pour beaucoup d'entre elles, veuves, les maris qui ne reviennent pas, mais la promesse c'était l'or blanc, c'était cette morue à foison qu'on venait pêcher, et les bancs de Terre-Neuve ont participé, vous savez, à ce mythe un petit peu des océans qui regorgent d'une ressource inépuisable en l'espèce du poisson. Alors je vais zoomer sur la dernière partie du graphique, l'effondrement final, avec en 1994 la clôture de toutes les pêcheries sur les côtes, des milliers de pêcheurs du jour au lendemain qui deviennent des chômeurs, l'effondrement vraiment d'une population, effondrement au sens brutal du terme. Et la question que je vous pose, toujours pour maintenir votre attention, ne pas la relâcher, c'est, d'après ce graphique, quand l'effondrement du stock de morue a-t-il commencé? Donc, je vous laisse regarder le graphique. Vous avez, je vous rappelle, les tonnes de pêche annuelles. Et la question, c'est quand l'effondrement a-t-il commencé? Années 70, j'ai entendu. Alors oui, peut-être avant. Bon, de toute façon, on commence à sentir venir que si je pose des questions, c'est peut-être qu'il y a une petite entourloupe derrière, donc on se méfie, effectivement. Alors effectivement, quand on voit le graphique, spontanément, et si on n'était pas dans un discours de conférence médiation scientifique, on se poserait probablement pas forcément la question. C'est vrai que ça saute un petit peu aux yeux. On voit ces pêches qui s'effondrent brutalement et qui, après un petit rebond, vont finir de s'effondrer complètement. Alors, est suggéré l'idée que ça puisse avoir eu lieu avant. Mais je vous pose la question inverse, du coup, pour vous embêter jusqu'au bout. Comment on pourrait expliquer que les pêcheurs arrivent à ramener plus de poissons, ou au moins autant, alors que la population est... Non, plus, puisqu'on voit que ça augmente juste avant, alors que la population de poissons serait en train de s'effondrer. Comment pourrait-il avoir moins de poissons dans les mers pendant que les pêcheurs amènent plus de poissons sur Terre? Voilà, effectivement. L'information manquante. Il faut toujours penser à cette information manquante. Kahneman, je sais que vous n'aimez pas les anglicismes, mais je vais reprendre sa formule. Il a cet acronyme. Kahneman, c'est un psychologue qui s'est beaucoup intéressé au biais cognitif. Il a eu un prix Nobel pour ça. With Yati, what you see is all there is. Ce que j'ai sous les yeux, c'est tout ce que je vais utiliser pour faire ma conclusion. Spontanément, je vois un graphique comme ça. Je ne pense pas, surtout s'il y a un article de journal qui vient me présenter l'information.
Et évidemment, là, je vous fais l'histoire, mais vous imaginez qu'il y avait des tensions permanentes entre le gouvernement, les Canadiens, les scientifiques, certains qui essayaient d'alerter de la situation, les pêcheurs sur la côte qui, eux, ne ramenaient plus de poissons et qui disaient « il faut calmer le jeu ». Baisser les quotas pour essayer de rendre cette population plus viable. Les scientifiques ont demandé qu'un quota soit fixé, certains scientifiques, d'autres n'étaient pas dans le même camp, mais les industriels disaient « regardez, on ramène des poissons, ne nous embêtez pas ». Finalement, le gouvernement a continué à financer, à subventionner la pêche en faisant l'hypothèse que ça allait repartir. Mais effectivement, ce n'est pas reparti. Et ce n'est pas reparti pour plusieurs raisons, mais effectivement, le paradoxe est levé de cette augmentation des quotas de pêche tout en imaginant un effondrement de la population, si on raisonne par ce qu'on appelle la pression de pêche. En écologie, on pourrait parler de la pression d'observation. On pourrait faire une analogie en disant, moi j'aime bien aller compter les oiseaux, notamment à l'automne, quand ils sont en train de passer sous le ciel en migration. Et disons que, où je suis en train de me balader dans un bois, et disons que le premier jour, j'y vais seul, et que le deuxième jour, je ramène un ami, le troisième jour, cet ami il ramène un ami, etc. Et tous les jours, on est de plus en plus nombreux à compter les oiseaux, et potentiellement, on va en voir de plus en plus, mais peut-être qu'il n'y en a pas plus, en fait, dans le milieu. Il y en a peut-être même moins, mais moi, comme j'arrive à en voir plus, je vois tout ce qu'il y a à voir. Et là, c'est un petit peu la même chose. Alors là, je fais un raccourci temporel très violent. Les Doris, et puis les gros paquebots, mais on peut imaginer toute la chaîne qui conduit à ça, et notamment sortir de la Seconde Guerre mondiale, la technologie militaire qui permet d'aller traquer les poissons là où ils sont, et effectivement de ramener toujours le poisson, mais ça ne dit pas qu'il y en a. En fait, la quantité de poissons qu'on ramène traduit moins finalement les compétences techniques à le trouver et à le ramener que la réalité de la démographie de l'espèce. Alors évidemment, quand on est allé pêcher ces poissons, on a commencé à ramener, à avoir des techniques pour pêcher de plus en plus profond. Au début, on pêchait à la ligne, et puis c'était des poissons qui finalement étaient dans les fonds marins, puis qui s'égaraient, qui remontaient à la surface, et hop, ils étaient capturés. Mais quand on est arrivé à aller en profondeur pour littéralement ramener le fond des mers, on a commencé par ramener tout ce qu'il y avait. On a commencé à ramener de plus en plus de poissons, notamment des poissons qui étaient des petits poissons, des petites morues qu'on rebalançait par le dessus bord. Donc en plus, on sous-estimait les quotas de pêche parce qu'en réalité, il y a une partie cette partie qui est ici, c'est la partie qui est vendue. Mais il y a des petits poissons, comme je disais, les juvéniles de morues qui ont été éliminés, qu'on ne comptait pas. Il y avait les proies des morues, parce que ce sont des prédateurs, qui étaient capturés et relargués. Ça, c'était une pression supplémentaire sur la population. Mais surtout dans une population animale, tous les individus ne se valent pas en termes de potentiel reproducteur. On pourrait se dire, si j'enlève la moitié, j'enlève la moitié. Non, ça dépend qui vous enlevez. Et notamment pour les morues, les individus qui sont clés dans la survie de la population, ce sont les grosses femelles qui sont dans les profondeurs et qui permettent d'assurer le stock de poissons à venir. Et quand on a pu, par ces méthodes de pêche, aller récupérer ces femelles qui étaient dans les profondeurs, en fait, on a coupé le système vraiment à la racine et l'effondrement a été brutal. Alors, quand on regarde d'un coup les populations de poissons pêchées à l'échelle globale, pour tirer de l'information de ce cas d'école, on observe que le pic de pêche a été dépassé dans les années 90. Et donc maintenant, on est en train de sortir de moins en moins de poissons chaque année. Alors, ce n'est pas un effondrement, mais c'est clairement une diminution. La question qu'on peut se poser, c'est peut-être qu'on est devenu sage. Peut-être que maintenant, on a compris que l'océan, il nous envoyait des signaux et qu'il fallait lui laisser un petit peu de respiration. Et vous vous doutez que la réponse est bien sûr non. Daniel Pauly, c'est un autre scientifique que j'ai eu la chance d'interviewer, parle d'une triple expansion de la pêche. Géographique, c'est-à-dire qu'on est parti des mers du Nord pour aller pêcher dans toutes les mers du monde entier. Bathymétrique, pêcher en surface, puis en profondeur, puis très profond. Et d'une expansion taxonomique, c'est que certaines espèces qui ne nous intéressaient pas, maintenant, on peut les broyer, en faire de la farine, ça servira pour l'aquaculture. Donc on va mettre une pression supplémentaire sur les animaux. Donc vous voyez en fait que malgré l'expansion, malgré l'augmentation de la pression de pêche, on obtient une diminution qui sonne comme un signal d'alerte. Et nous, en tant que population, on peut se dire qu'on est encore victime d'une illusion. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de poissons sur les étals de pêche, mais si on a l'expertise de Daniel, on va s'apercevoir que les espèces changent.
quasiment des compétences naturalistes qu'il faut avoir. Se rendre compte que certaines espèces qui étaient autrefois fréquentes, elles ne le sont plus, qu'on va aller chercher dans la mer d'à côté ce qu'on ne trouvait pas, et qu'en réalité, on est en train de mettre une pression qui n'est pas un effondrement brutal, qui ne saute pas aux yeux parce que les étals des marchés ne sont pas vides, mais qui devrait en fait nous alerter pour qu'on agisse avant qu'il soit trop tard. Donc dans ma boîte à outils du pédagogue de l'éducation à l'environnement ou du citoyen qui essaie de devenir un meilleur citoyen de demain, j'y ai mis ce que j'appelle l'esprit critique. Ce qui s'appelle l'esprit critique, un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. La pédagogie de l'esprit critique, c'est complexe et on peut donner des indications à chacun pour se forger, pour avoir des outils pour mieux se repérer dans le monde de l'information. J'en ai donné un petit peu. La première idée, c'est se rendre compte que analyser l'épreuve est complexe, souvent en dehors de notre capacité de citoyen quand on n'est pas expert d'un sujet, et qu'au mieux, on peut avoir cette intuition que les discours trop simplistes, trop beaux, ils sonnent un petit peu faux et qu'il faut aller creuser. C'est déjà un point de vigilance intéressant. La deuxième chose, c'est avoir des repères sur les sources qui parlent, parce qu'on n'est pas un expert scientifique, mais on est une espèce sociale et on a des capacités à arriver à savoir si quelqu'un a des bons arguments pour nous convaincre ou pas. Alors c'est de plus en plus difficile dans un monde de médias qui avance très vite, mais on peut essayer de se demander quelle est l'expertise de la source qui me parle. Est-ce qu'elle parle en son nom propre ? Et donc elle risque d'avoir des intérêts privés, ou est-ce qu'elle parle au nom d'une communauté? Et ça, c'est un bon proxy, un bon élément pour nous donner la valeur de la source qui est en train de nous parler. Surtout, il faut cultiver une sorte d'humilité éclairée. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne sait rien sur rien, d'avoir un doute permanent, mais de se demander souvent quelle information me manque pour être sûr que ce qu'on me dit est vrai. Est-ce que je n'ai pas juste envie d'y croire ? Peut-être que je suis convaincu par le changement climatique, je vois cette ours polaire, je mets mes lunettes du changement climatique, je me dis ça y est, c'est la preuve, et je ne vais pas chercher plus loin que le bout de mon nez. Attention, c'est risqué. Pourquoi ? Parce que les climato-sceptiques derrière, ils vont aller appuyer, c'était l'image du domino que j'ai voulu montrer tout à l'heure, ils vont l'appuyer là où ça fait mal, et c'est ce qu'on appelle un effet rebond, et dire, vous voyez, les ONG qui s'affolent là pour l'ours polaire, en fait l'ours polaire il est mort probablement d'autre chose, c'était en plus une sous-population qui se porte pas si mal, donc en fait ils sont en train de vous enfumer. Et voilà ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire à faire le pari qu'une population n'est pas capable d'aller chercher les bonnes informations et de la cultiver dans ce sens-là, on risque d'avoir des retours de bâton. Si je ne sais pas, et ça c'est un peu le mal de notre société, avec des gens qui ont envie de donner leur avis sur tous les sujets du monde, si je ne sais pas, je peux toujours ne pas me prononcer. En réalité, personne ne me demande mon avis sur tout, et donc je ne suis pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux rajouter ma petite touche si je n'ai pas pris le temps d'aller me renseigner et d'évaluer l'information. Malgré tout, un message qui est important, je continue à le souligner, toutes les affirmations ne se valent pas. Je n'ai pas à donner moi-même mon avis sur tous les sujets. Et notamment, il ne faut pas confondre la liberté d'opinion avec cette idée que si ça se trouve, ce n'est pas tout à fait vrai, que les ours polaires sont victimes du changement climatique. Ça n'incombe pas aux individus de se prononcer sur ce genre de sujet-là. Je ne suis pas en train de prôner une dictature de la pensée, mais en l'occurrence, ce sont des informations qui viennent d'une méthode qui était fiable, sans quoi elles n'ont pas de valeur plus que ça. S'il n'y a pas de questions ou de réflexions à ce stade-là, on aura le temps de discuter ensemble de tous ces éléments tout à l'heure. Je vous propose de passer au deuxième point. Pourquoi finalement je viens de vous parler d'ours polaires alors qu'on est en France et que, sauf dans certains zoos, on n'en croise pas? C'est vrai que l'ours polaire, c'est vraiment le symbole de l'érosion de la biodiversité. Et même l'ours polaire en lui-même, c'est une icône du changement climatique. Dans le livre, je raconte cet élément-là parce que c'est vrai qu'en fait, on ne se prononçait pas sur l'ours polaire comme sur n'importe quelle espèce. Notamment, statuer le côté en danger de la population de l'ours polaire, c'était avoir des répercussions géopolitiques immenses sur notamment l'accès pour des pays comme les États-Unis aux ressources qui sont situées tout là-haut. Donc, l'ours polaire, c'est vraiment un emblème du problème du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité, mais plus généralement, il contient cette figure de l'érosion de la biodiversité comme une catastrophe qui va nous émouvoir, le changement climatique, les marées noires et la chasse, avec notamment la chasse au trophée, autour d'espèces qui sont des espèces que l'on dit charismatiques. Alors il y a des études en psychologie pour justement se rendre compte de la manière dont le grand public perçoit la biodiversité et
un type d'étude qui est assez marrant, je vous invite à le faire dans votre tête comme une expérience de pensée. C'est on vous dit, si vous deviez payer, donc là il faut s'imaginer vraiment, sinon ça ne marche pas, allez donner ces 5 €, si vous deviez payer pour la protection de l'une de ces 3 espèces, laquelle choisiriez-vous? Vous vous doutez que, à vos sourires je l'entends, il y a certaines espèces, et ça c'est marrant, c'est un peu comme les illusions d'optique, malgré notre diversité, on vit dans une société qui nous fait partager une certaine culture commune, mais on a aussi des rouages qui sont plus anciens, qui viennent de notre histoire évolutive, et certaines espèces attirent beaucoup plus notre attention que les autres. Les ours polaires, par exemple. Pourtant, si vous deviez aller là-haut, vous auriez de bonnes raisons de craindre pour votre sécurité, puisque les ours polaires font partie des rares espèces qui sont vraiment des menaces très fortes pour l'homme. Et pourtant, c'est eux avec lesquels on fait des peluches et c'est eux qu'on met en scène dans les récits pour enfants. Et si on remonte plus en amont, c'était ce type d'espèces que nos ancêtres peignaient dans des grottes comme Chauvet, c'est-à-dire des espèces qui ont une forte valeur pour nos sociétés, dont on fait des mythes, les proies, les prédateurs. Et aujourd'hui, ce sont ces espèces qui permettent d'avoir le plus de financement, y compris dans le monde de la recherche, celles qui sont les plus analysées, les plus observées. Même dans la recherche qui se veut être objective, on a des biais anthropocentrés qui nous amènent à nous intéresser à des espèces qui sont importantes pour nous, importantes pour nos civilisations, même si ce sont des espèces qui, autrefois ou dans d'autres situations, nous menacent directement. L'oiseau est cette araignée, bien sûr, qui attire beaucoup moins notre attention. Donc, c'est ce que j'ai appelé les espèces charismatiques. Alors, c'est intéressant, vous voyez cette histoire, on a des biais partagés, ce biais anthropocentré, on parle de chauvinisme taxonomique, cette attirance pour les espèces qui nous ressemblent, qui nous amène collectivement à nous intéresser à certaines espèces plutôt que d'autres. Alors, si je fais ce type de conférence, que je rajoute un ver de terre et que j'ai face à moi un public écolo, etc., je peux vous garantir que si je fais un vote à main levée, il va y avoir plus de gens pour les vers de terre que pour l'ours polaire. Donc c'est un très bon indicateur de la nature du public que l'on a en face de soi. Et en réalité, et ça a été fait dans un des articles, l'idée c'est bien de dire que si ces biais sont là, on n'a pas pour autant à s'en contenter. Et l'idée, c'est de savoir si on peut les dépasser. C'était bien ça, le pari que je fais depuis le début. Et en l'occurrence, si on rajoute des informations, pourquoi ces gens-là, ce public-là, va voter plutôt pour la sauvegarde des vers de terre? Parce qu'ils ont des connaissances sur les fonctions écologiques des vers de terre. Donc si on rajoute des connaissances à des individus, ils peuvent, malgré leur élan spontané pour certaines espèces, se déjuger et aller s'intéresser à d'autres espèces. De la même façon, si je vous explique que cette araignée, elle est en danger, et qu'elle est inféodée à des milieux comme des marais qui sont, vous le savez, des écosystèmes fortement menacés par les modifications anthropiques, peut-être que vous allez changer votre fusil d'épaule ou votre élan de compassion et vous allez vous orienter vers cette espèce-là. Donc vous voyez, c'est un exemple intéressant où on a un mécanisme psychologique fondamental qui nous pousse dans une direction et malgré tout, des possibilités d'agir à la marge. Mais pourquoi c'est si difficile que ça de parler au grand public des questions de biodiversité? En réalité, l'effondrement, et notamment là vous voyez l'érosion très très forte des populations d'oiseaux des milieux agricoles, des populations communes des milieux agricoles, moins 40%, on parle de moins un quart en 40 ans des effectifs d'oiseaux dans le ciel, moins 800 millions d'oiseaux en moins. On en a une question, c'est où sont-ils? Je parle depuis tout à l'heure d'émotions, de perceptions qui nous pousseraient vers des actions, et l'ours polaire qui se traîne sur sa banquise, là on voit l'émotion. Ils sont où les cadavres d'oiseaux? Est-ce que tous les matins on se balade et on voit des alouettes par terre? La réponse est non, parce qu'en fait le système est complètement différemment. Une année, l'alouette, pour faire simple, elle pondait 4 oiseaux, puis elle arrive dans un champ, le champ n'est pas favorable à son installation, et l'année suivante, elle va faire que 2 oiseaux, et puis il n'y a pas besoin d'avoir des cadavres pour avoir un effondrement de la biodiversité. Donc c'est un effondrement qui est silencieux, et qui se rend silencieux au fur et à mesure du temps. Et Daniel Pauly, qui était l'océanographe, a publié un autre papier qui a été très 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 étudié, dans le cadre pour des recherches scientifiques, mais en fait plus généralement pour le grand public. Il a appelé ça les glissements
des points de référence, le basculement, le glissement des points de référence. Il explique un scientifique, mais vous pouvez faire la même chose avec vous. Au début de sa carrière, ou donc au début de sa vie, se fait une image de ce à quoi la nature correspond, ce pourquoi il va se battre, ce qu'il considère comme un état dégradé ou au contraire en bonne santé de l'écosystème. Et la génération suivante, elle se fait un état de référence qui est plus bas parce qu'elle se base sur son début de carrière à elle, où là on peut imaginer un adulte qui se promène jeune enfant dans un endroit et puis son enfant à lui ou son petit-fils qui va avoir une zone de référence beaucoup plus basse et qui va considérer que cette quantité d'alouettes-là, c'est la quantité normale pour laquelle il faut se battre. Donc ce glissement des références, c'est une autre façon de rendre invisible l'érosion de la biodiversité. D'abord, on a cette focale sur les espèces charismatiques, et ensuite, on a une biodiversité commune qui doucement glisse vers des taux qui n'ont jamais existé, mais que l'on ne perçoit pas comme une érosion si importante que ça. Alors, premier élément, ce déni de réalité, cette idée que finalement, tout comme le changement climatique, la biodiversité qui s'effondre, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais que l'on ne perçoit pas. Mais la deuxième question, c'est quand bien même. On a cette érosion de la biodiversité. Regardez pour les alouettes, on est arrivé à 40% des effectifs de 1980. Et si vous dites ça à quelqu'un, vous pouvez ensuite analyser ses réactions. Et alors, ça fait quoi? Ça change quoi pour moi? Et là, on ne s'intéresse plus à la réalité. Ça, c'est est-ce qu'il y a ou non un changement climatique? Est-ce qu'il y a ou non une érosion de la biodiversité? C'est le deuxième point, c'est la vulnérabilité. Ok, d'accord, je comprends, les sources d'information, c'est important, l'expertise, très bien, c'est le CNRS qui publie ça, d'accord, mais ça change quoi? Et donc, question provoque, à quoi servent les alouettes? Donc là, c'est pareil, si j'avais le temps de vous interroger, ou là, dans votre esprit, il apparaît des réponses. Peut-être que vous vous dites, et alors il a quoi avec cette question? À quoi ça sert les humains, par exemple? Peut-être que vous vous êtes dit au contraire, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, si c'est là, mais si c'est pas là, c'est pas si grave. Surtout, la nature, c'est normal. L'alouette, c'est une cible collatérale d'une gestion, d'une production qui est nécessaire pour nourrir les populations humaines. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut prioriser. Au contraire, vous étiez peut-être cette personne qui s'est dit « ça sert à rien, mais c'est pas un problème ». Elles ont droit de vivre pour elles-mêmes et notre espèce, elle n'a pas du tout à interférer sur ce système. Et puis les alouettes, quand je me balade au printemps, ça fait tchi dans le ciel et puis j'ai envie de continuer à voir ça pour les prochains printemps et pour les printemps de mes enfants. Et puis entre les deux, vous pouvez vous dire qu'une alouette, c'est 8000 graines consommées par an sur une zone du plateau de Sèvres des Deux-Sèvres qui est beaucoup étudié par les scientifiques. Ils ont fait des calculs. 1 million d'alouettes, c'est 30 à 50% des graines chaque hiver, des graines des mauvaises herbes, des adventices, qui sont éliminées. Et là, vous voyez quelque chose qui est très puissant. Une seule espèce, un tiers à un demi des graines de la banque de graines dont on supprime celles qui vont donner des mauvaises herbes et donc des économies de charge pour les paysans qui n'ont plus besoin d'utiliser des herbicides et surtout des solutions qui sont non polluantes et gratuites. Ce qu'on appelle les services écosystémiques. En fait, si vous êtes bien sûr c'est un continuum, si vous êtes tout à gauche du graphique, si vous avez répondu à ça dans votre esprit, vous avez une vision anthropocentrée de la nature. Et si vous êtes tout à droite, vous avez une vision écocentrée de la nature. On a une troisième catégorie qu'on appelle biocentrée. C'est aussi des défenseurs de la nature, mais pas les mêmes que les écocentrés. Et ça, vous allez voir, ça fait des conflits. Admettons que vous avez une population en Angleterre d'écureuils locales, c'est le même que le nôtre, et puis une population invasive, c'est l'écureuil gris. Et la question, c'est comment vous voulez gérer le problème? Bon, si vous êtes anthropocentré, vous vous dites, je m'en fiche, ça coûte de l'argent, je laisse tomber. Si vous êtes écocentré, vous dites, moi, je veux préserver les écosystèmes tels qu'ils étaient avant. Donc, on va éliminer l'espèce invasive de l'écureuil gris, comme ça on restaure l'écosystème. Et si vous êtes un biocentré, vous donnez plus de poids à la valeur des individus qu'à la valeur des écosystèmes, et donc c'est un peu finalement le défenseur de la cause animale, on dit souvent, et donc du coup vous allez dire une vie en vaut un autre, donc on ne tue pas les écureuils gris, ils n'ont pas mérité qu'on s'acharne contre eux. Vous voyez, en fait, c'est intéressant parce que derrière ce questionnement, on a des positions assez tranchées
différentes sur ce que représente la nature et la manière dont on devrait la gérer. Alors, par exemple, pour faire encore plus tranché, donc on appelle ça en psychologie les valeurs. On pose des questions aux gens. Qui établit les règles d'interaction entre les humains et la nature? Les humains, à travers la pensée, les sociétés, la technologie. Ou alors, la nature, à travers ses forces naturelles. Ça, c'est les écocentriques. Quelle est la cause des problèmes environnementaux, des politiques économiques non durables, versus des pressions anthropiques sur la biosphère qui dépassent des seuils? D'où viendront les solutions? De la technologie, de la modernisation de la production, ou au contraire, de la technologie, mais aussi des changements des pensées, ce qu'on essaie de faire en ce moment. Que représente la nature? Un bien que l'homme doit s'accaparer, un élément ayant une valeur intrinsèque. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que si vous regardez les actualités autour de la nature, du changement climatique, des ressources environnementales, vous allez avoir les pros et les contre. Les pro-loups et les anti-loups, les pro-bassines et les anti-bassines, les pro-autoroutes et les anti-autoroutes, les pro-chasse et les anti-chasse. Autrement dit, la problématique environnementale, c'est-à-dire les limites que la nature nous impose et les dégâts que ça engendre sur nos sociétés, devraient entraîner un conflit entre l'homme et la nature. En réalité, le noyau, la clé des processus des sujets autour de l'environnement n'opposent pas tant les humains à l'environnement que des humains et d'autres humains au sujet de l'environnement. Et donc, tout à l'heure, je signalais l'idée qu'on avait un premier signal qui pourrait nous inquiéter, c'est une sous-utilisation de l'information scientifique disponible. Et le deuxième élément qui est un peu dérangeant, inquiétant, c'est qu'on a une quantité d'énergie qui n'est mise non pas à se battre pour trouver des solutions, mais à alimenter des conflits entre humains sur la manière dont on perçoit la façon dont il faudrait gérer la nature. Et donc, cette surconflictualisation, cette polarisation des débats est un frein qu'il faut arriver à lever. Alors tout à l'heure, je disais, au sujet de 3 et 8, il n'y a pas de débat en fait, il ne devrait pas avoir débat. On peut débattre des faits, parce que les faits découlent d'une méthode, et cette méthode, elle devrait être reconnue de toutes et de tous, et ces faits mis à disposition pour ensuite débattre. Mais pas sur les faits, sur autre chose. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut débattre des valeurs? Est-ce que, d'accord, pour les faits, on peut rêver à une société qui fait plus preuve d'esprit critique et qui est plus à même de trouver les bonnes informations. Mais est-ce qu'on peut mettre les gens d'accord sur les systèmes de valeurs ou est-ce que finalement c'est en dehors du spectre de l'éducation? Le problème, c'est que, oui, en réalité, toutes les valeurs là aussi ne se valent pas. Ce serait une pensée relativiste que celle d'y croire. Pourquoi? Même si au départ, on pourrait se dire, oui, c'est aussi légitime de penser que la nature sert l'homme, que la nature a une valeur intrinsèque, on peut regarder vers quoi conduit une vision strictement anthropocentrée du monde. Aujourd'hui, l'agriculture est en crise et on va dire les groupes sociétaux qui défendent l'environnement, qui se présentent comme tels, dénoncent la surutilisation des pesticides engrais d'homogénéisation. Évidemment, je pense que tous les camps sont d'accord pour comprendre, quand on s'y intéresse, l'histoire de ce processus. Évidemment que dans les années 50, quand le pays sortait des guerres, quand il y avait des famines, quand il y avait des épidémies violentes, de ravageurs, quand le travail était pénible, très difficile, il est toujours, mais avec des éléments différents, on a cherché par tous les moyens à s'affranchir des contraintes que la nature imposait. Et donc, on a pris toutes les armes que la science mettait à notre disposition. Le problème, c'est que c'est une logique d'enfermement. Quand vous mettez des pesticides pour détruire une espèce en particulier, vous détruisez aussi, et ça c'est les services écosystémiques qui sont malheureusement invisibles, tout un tas d'espèces qui sont autour, notamment des espèces qui vont rentrer en compétition avec l'espèce qui vous dérangeait. Par exemple, des espèces, vous voulez vous débarrasser d'une mauvaise herbe, vous vous débarrassez de toutes les herbes, vous enlevez aussi l'espèce qui venait concurrencer votre mauvaise herbe à vous, comme l'alouette par exemple. Vous allez aussi éliminer les prédateurs des insectes, par exemple, qui vous dérangeaient. Donc vous enlevez des contrôles qui étaient naturels. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rajouter des pesticides, puisque vous devez encore mieux contrôler. De la même façon, vous voulez homogénéiser votre champ pour le rendre plus facile d'accès, plus maîtrisable. Mais le problème, c'est que vous allez perdre, là encore, des fonctions écologiques importantes, comme des plantes qui viennent stocker l'azote dans le sol. Et du coup, vous allez devoir augmenter les engrais. Quand vous rendez votre milieu plus homogène, vous perdez une diversité naturelle présente dans le champ, aussi à l'intérieur des espèces. Et quand vous perdez cette diversité, vous perdez un pouvoir
évolutif et donc une capacité à faire face à des pathogènes. Donc, vous devez rajouter des pesticides. Et quand vous rajoutez des engrais, vous déstabilisez des relations symbiotiques à l'intérieur, notamment avec des champignons, et donc vous devez rajouter des pesticides. Malheureusement, tous ces éléments sont coûteux, nécessitent beaucoup d'énergie et induisent des pertes de fonction écologique, des pollutions qui menacent la santé des humains, qui menacent la santé des écosystèmes. Et donc, cette vision anthropocentrée stricte, elle pose énormément de difficultés. Évidemment, les agriculteurs sont quelque part des victimes. C'est une histoire qui est collective et eux, à eux tout seuls, ne peuvent pas désamorcer ce système. On peut après parler d'autres éléments, mais c'est évidemment à la société en entier de s'emparer de ces éléments. Alors du coup, est-ce qu'on doit condamner l'anthropocentrisme? Est-ce qu'on doit finalement penser la nature que pour sa valeur intrinsèque? Des gens ont essayé d'intégrer la logique économique à l'intérieur d'une logique écologique, ou l'inverse comme vous voulez. Ils ont énoncé les services que la nature nous rendait, et ils l'ont quantifié pour montrer que ça rapportait de l'argent. Et donc, ils ont montré que la nature nous apporte une des fonctions de régulation et de maintien des écosystèmes. Par exemple, on enlève des pollutions, on séquestre le carbone dans les forêts, ce qui atténue le changement climatique, on régule la température, il y a le cycle de l'eau qui est contrôlé par des espèces, etc. Bien sûr, la nature nous apporte des matériaux, des éléments qu'on va manger, et puis de l'eau et d'autres produits. Et puis elle nous apporte des services culturels, comme du bien-être pour des populations qui veulent aller s'échapper des nuisances de la nature. Et tout ça, ça a une valeur économique non négligeable que l'on peut traduire, mais surtout qui nous permet de comprendre que finalement, vouloir protéger la nature, c'est vouloir protéger nos sociétés. Et l'idée, donc, c'est d'apprendre à réfléchir sous la base de ce qu'on appelle des socio-écosystèmes. C'est la fameuse dualité nature-culture qui est toujours présente dans nos esprits, même si évidemment il y a des liens permanents et pour beaucoup d'individus il n'y a pas de frontières nettes. Mais par exemple, quand vous allez faire un cours de biologie à l'école ou quand vous allez y assister, vous allez voir qu'on va vous parler dans un certain cours du cycle de l'eau, on va vous parler du cycle de la matière organique, on va vous parler du fonctionnement des arbres. Et dans un autre cours, on va vous parler de l'utilisation de l'eau par les humains, on va vous parler de comment on utilise le bois. Et on va rarement faire passer le cycle de l'eau, vous savez, évaporation, ça descend de la montagne, puis hop, ça passe par la maison, puis on tire de la chasse d'eau, etc. On ne raconte pas cette histoire où finalement les sociétés humaines sont imbriquées dans les écosystèmes. On continue à raconter l'écosystème forestier, un petit peu loin, le champ, comme si c'était un écosystème naturel, alors qu'il est complètement façonné par les humains depuis des centaines d'années, et qui permettrait justement de réaliser que les sociétés humaines peuvent tout à fait s'intégrer et avoir des fonctions écologiques qui sont maintenues à côté de leurs activités. On oublie de raconter ça et on continue à raconter l'écosystème d'un côté et la société humaine de l'autre, au lieu de montrer que les écosystèmes nous apportent des services écosystémiques et que les sociétés humaines façonnent les écosystèmes, en bien, en pas bien, peu importe, mais avec beaucoup d'interfaces entre les deux. Donc c'est une modification de notre système de pensée qui pourrait nous permettre de plus facilement intégrer une valeur écocentrée ou une valeur anthropocentrée ouverte. Donc, le deuxième point, dans ma boîte à outils, il y avait l'esprit critique en numéro 1. Il y a la prise de conscience de nos valeurs en numéro 2. Pourquoi? Parce que c'est une source de conflit et qu'arriver à prendre conscience de la diversité des points de vue, mettre potentiellement des mots en amont avant de discuter avec les autres, comprendre leur cheminement à eux, peut nous permettre de recréer du lien. Évidemment, il faut comprendre que si l'anthropocentrisme est naturel, s'intéresser à nous, notre bien-être, il est limité. Et surtout quand il a une logique purement économique et de court terme, il mène à des effondrements. Donc l'idée, c'est de cultiver une vision moins basée sur le profit à court terme, pour un faible nombre d'individus, et utiliser la connaissance scientifique pour élargir notre vision, en pensant l'homme dans la nature et en éduquant pour que les individus comprennent les liens qui les réunissent, les rattachent à la nature, et comprennent que le sort des sociétés dépend du bon fonctionnement des écosystèmes. Donc ça, c'était pour montrer que finalement cet ours polaire, qui va juste nous amener à nous énerver sur les réseaux sociaux, il nous détourne probablement des combats qui auraient du sens pour nos sociétés. Troisième et dernier point, passer de l'information à l'action. Et dans ce graphique-là, je veux vous montrer rapidement que finalement, croire que si les gens n'agissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas informés, c'est un peu une illusion. Pourquoi? Parce que les connaissances mènent à l'action, mais à côté de plein d'autres choses. Agir, c'est d'abord savoir que l'on doit agir.
Je sais que c'est légitime. Et pour ça, on l'a vu, les connaissances jouent. Il faut avoir les bonnes connaissances, ça c'est l'esprit critique. Et puis le système de valeurs joue. Et ces deux systèmes, bien sûr, interagissent. Mais évidemment, on n'est pas des individus isolés. Il y a des systèmes de loi, il y a des politiques publiques qui vont façonner notre manière d'agir. C'est ce que j'ai rajouté dans les injonctions. Et ensuite, je n'ai pas le temps de développer ces aspects-là, mais on est une espèce sociale. Et ce qui compte beaucoup, c'est qui agit et est-ce que les gens autour de moi considèrent que ce que je fais est bien ou pas bien. Ça, c'est important parce qu'en fait, ça nous donne deux informations. Une information qui est un petit peu pessimiste, c'est l'inertie. Finalement, tant qu'on adopte des comportements qui sont un peu marginaux, qu'on est un peu les seuls à faire, les autres vont vous regarder, ah bon, tu fais ça, etc. Et donc, ça va plutôt avoir tendance à ralentir l'émergence de bons comportements. Mais inversement, ça peut créer des systèmes de points de bascule où, au bout d'un moment, certains comportements qui étaient autrefois complètement autorisés deviennent bien moins bien perçus par le reste de la population. Peut-être qu'à une époque, c'était classe de montrer au sortir de ses vacances son passeport. Vous savez, avec tous les pays du monde qui étaient tamponnés, on avait une certaine fierté, on était un petit peu... Et peut-être qu'un jour, on vous regardera avec votre passeport en disant c'est sympa, hein, tu te sers bien sur le stock carbone de tout le monde, mais ce serait peut-être bien de voir si tu t'intéresses pas. Et peut-être que, sans le dire même, l'individu aura moins envie de le mettre. Il aura pris peut-être sa part de carbone pour le reste de la planète, mais il n'aura pas forcément envie de l'afficher. Et ça peut induire des modifications des comportements. Et ça, c'est très bien étudié. Par exemple, un exemple que j'ai bien aimé... j'aime bien ressortir, c'est on étudie la manière dont des éleveurs en Amérique du Sud se comportent face à un prédateur, le puma, et est-ce qu'ils vont avoir tendance à tirer, est-ce qu'ils vont tendance à prendre les armes pour s'en protéger. Et ce qui est intéressant, c'est que quel est l'élément qui va déclencher l'action de tuer l'animal? On pourrait se dire, le plus logique, si on était des agents rationnels, ce qu'on a vu qu'on n'était pas depuis le début de l'intervention, ce qui coûte le plus, c'est est-ce que l'éleveur a été lui-même attaqué? Est-ce que son troupeau a été attaqué? Et plus plus un éleveur a été victime d'un animal, et plus il va avoir tendance à s'en protéger. Et en réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et que l'élément, alors c'est une corrélation, mais l'élément qui matche le plus avec le comportement d'action contre les prédateurs, c'est est-ce que je perçois que les autres éleveurs, s'ils étaient dans ma situation, prendraient les armes ou pas. Autrement dit, c'est un phénomène qui est beaucoup plus social qu'on imagine. Que pensent les autres de ce comportement? Qu'est-ce qu'ils penseraient de moi si je le faisais? Est-ce qu'ils trouveraient ça normal ou choquant? Et ça va façonner la manière dont l'individu se comporte. Et bien sûr, la loi peut nous aider, mais in fine, quand on est devant sa douche, si on décide ou pas de la raccourcir, il n'y a pas un flic derrière nous. Donc ça va être une perception de la valeur du comportement et de la manière dont les autres se comportent. Bien sûr, une fois qu'on sait qu'il faut agir, encore faut-il savoir comment le faire. Et ça, c'est le deuxième aspect. Est-ce qu'on peut outiller et comment outiller les gens pour qu'ils se mettent à agir et quelles conséquences sinon? Et donc, du coup, je vais arriver aux derniers exemples de cette présentation. La nature, c'est plus facile d'en parler comme ça, mais en réalité, l'essentiel, il est plutôt là. C'est-à-dire que, oui, je peux m'énerver sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si j'ai fait beaucoup avancer le débat, mais la question, c'est surtout comment moi, dans mon quotidien, je peut influencer le système, et est-ce que je réalise que la nature, c'est aussi la manière dont je mange? Pourtant, dans cet hamburger, il y a des éléments clés sur la manière dont nos sociétés consomment et l'énergie, comment elles émettent du carbone. Par exemple, là, si je veux améliorer mon bilan carbone, quand je regarde un graphique comme ça, je comprends qu'il vaut mieux que je bascule d'un système de viande à non-viande, ou autre chose que du bœuf, parce que finalement le transport, c'est ce qu'on voit en rouge, a un impact très 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 faible. Que je prenne mon bœuf à l'autre bout du monde ou juste en face de chez moi n'a aucun impact quasiment sur mon bilan carbone, même si c'est complètement contre-intuitif, c'est comme ça. Par contre, il y a d'autres choses qui vont se jouer, c'est pas simplement voir le monde au travers du bilan carbone, il y a la manière dont la viande a été produite, est-ce qu'elle participe à façonner les paysages de mon pays ou pas du tout, comment les sols sont impactés par cette agriculture-là, je parle de la viande mais aussi du pain, de la tomate, etc. Quel est le bilan sur les ressources en eau de ce que je mange? Et évidemment, quand il s'agit d'aller mettre un tweet sur ce qui se passe à l'autre bout du monde, c'est facile et on y va. Mais quand il s'agit de changer nos comportements, là, c'est un petit peu plus difficile. Et émerge en nous, je dis en nous parce que c'est facile de les voir chez les autres, mais si vous creusez bien, ils sont aussi présents chez vous, ce qu'on appelle des postures défensives. Et là, si vous demandez à votre cerveau de vous produire des arguments pour que vous ne changiez pas de comportement, comptez sur lui, il a des idées pour vous. Il va vous dire des choses du style « Bof, ça sert à rien d'essayer, de toute façon c'est trop compliqué ».
Ou alors, surtout chez les autres, on va vous dire, bah, t'es incohérent là. Ce jour-là, t'as pas mangé ça, et puis ce jour-ci, tu manges ça, et puis donc ça sert à rien. Vaut mieux que tu laisses tomber, puisque tu ne fais pas tout parfaitement. Et ça, c'est à l'échelle d'un individu, mais à l'échelle de la société en entier, ça sert à rien que toi tu fasses ta petite pierre. De toute façon, les autres ils s'y mettent pas, et si tout le monde s'y met pas, ça sert à rien. C'est aux autres d'agir. Les autres, ça peut être les autres pays, les Chinois par exemple, on aime bien, les autres membres de la société, les industriels, les politiques. Et ceci étant, c'est pas faux, mais ça n'empêche pas, parce que c'est ce qu'on appelle une fausse alternative, ça n'empêche pas de s'y mettre aussi. Changer est trop coûteux, ce qu'on fait déjà très bien, ou, ça c'est un des préférés, ils vont finir par trouver une solution, on n'aura pas à changer. Et ça, c'est tout un tas de discours que l'on peut reconnaître chez soi, et c'est normal en fait, parce que changer est très coûteux, c'est normal de les adopter, mais quand on les a identifiés, on peut plus facilement essayer de s'en débarrasser. Mais comment ? Et donc du coup, un point indispensable pour les pédagogues que vous êtes, que vous serez, c'est de réfléchir en termes de perception de la menace et de perception des ressources disponibles. Si la menace apparaît comme étant trop faible, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, les alouettes, et alors, est-ce qu'il y a vraiment un lien avec le changement climatique et les ours ? Si vraiment les gens finalement ne réalisent pas que cette menace est là et qu'elle va avoir un impact sur eux, ils n'ont aucune raison d'adopter un comportement différent parce que changer c'est coûteux. Mais si vous leur faites aussi percevoir la menace comme étant trop importante, et c'est là toute la difficulté du pédagogue, ils vont laisser tomber. Puisque à quoi bon agir si le problème, finalement, est beaucoup trop grand pour qu'on puisse s'en emparer. Et donc l'équilibre parfait, c'est affoler les gens, mais tout de suite leur donner les moyens pour agir. Donc finalement, c'est d'arriver à faire ce chemin-là, c'est-à-dire alerter, oui, mais alerter de manière intelligente, et tout de suite après, donner les moyens d'agir. Et évidemment, donner les moyens d'agir, c'est un des grands freins de ces combats-là, mais ce n'est pas agir contre le changement climatique ou la crise de la biodiversité. Parce que vous avez beau raccourcir votre douche en plein été, vous n'allez pas avoir le soir les médias qui vont vous dire « Ah super, ça y est, les nappes phréatiques, elles se sont rétablies ». Il y a un faible sentiment qu'on dit d'auto-efficacité. C'est-à-dire je ne peux pas agir sur un système ensemble, je suis obligé de me sentir faire partie d'un tout, faire confiance aux scientifiques pour qu'ils donnent de la bonne information, faire confiance aux gens pour qu'ils se mettent collectivement à agir, et puis moi, à mon échelle, me fixer des objectifs qui sont atteignables par mes propres moyens. Et mon objectif, ce n'est pas de résorber les nappes phréatiques, c'est plutôt d'atteindre mon objectif qui est de parler, d'informer et d'agir à mon échelle. Et ça, on peut être accompagné pour progressivement trouver le bon dosage entre comprendre que cette menace elle est importante et trouver les moyens de passer à l'action. Donc ça, c'était ma troisième brique, ma dernière brique dans ma boîte à outils du futur citoyen éclairé, que ce soit un jeune enfant ou un adulte de tous les âges. C'est quelqu'un qui finalement est capable de réaliser les mécanismes qui séparent la connaissance de l'action, comprendre que la connaissance et les valeurs sont importantes, mais qu'il y a d'autres choses qui jouent, et arriver à se repositionner dans cet écosystème-là. Comprendre qu'on a besoin d'agir, et pour ça, il faut d'une part identifier et rejeter nos postures défensives, s'engager dans des mesures qui sont à notre portée et agir vraiment, concrètement, plutôt que virtuellement sur les réseaux sociaux. Et enfin, la solution ne peut être que collective et locale. Ça n'empêche pas de se battre pour les ours polaires et ça n'empêche pas de se battre virtuellement non plus. C'est pas une opposition, mais commencer par le concret et commencer par le local. Et collectif parce que, évidemment, un individu isolé ne peut rien. Si on reprend le problème de l'agriculture, évidemment, les citoyens, les agriculteurs et toute la chaîne qui les sépare doivent être solidaires pour que les comportements changent. Et pour conclure, c'est ma dernière slide, finalement, si on résume les leviers pédagogiques qui sont à notre portée, on le raconterait en 3 étapes. L'action est finalement ce qu'on se précipite à faire, mais ça devrait être le résultat de quelque chose, d'une chaîne qui est un peu plus complexe. Pour le pédagogue, c'est faire comprendre les enjeux, faire comprendre l'importance d'un anthropocentrisme éclairé, pas parler juste entre convaincus que la nature est belle et qu'elle mérite d'être protégée pour elle-même, mais faire comprendre que nos sociétés dépendent de la bonne santé des écosystèmes et donc se reconnecter à la nature, se reconnecter de manière plurielle. Ça peut être effectivement aller mettre les mains dans la terre, une connexion physique dont on parle beaucoup, mais c'est aussi comprendre finalement quand on s'alimente, quand on utilise de l'énergie, tous les chaînes qui sont en amont et qui nous permettent de réaliser ce que l'on réalise, d'où vient l'eau qui passe par mes tuyaux, d'où viennent les fibres des vêtements que je porte, etc.
Une fois qu'on a compris les enjeux, à la fois la vulnérabilité de la nature et l'importance pour nos sociétés de sa bonne santé, on est motivé. On est motivé à agir, mais on va laisser passer une étape. On va être motivé d'abord à s'informer, bien s'informer. Et ça, c'est ce que j'appelle l'humilité éclairée. Faire preuve d'esprit critique, savoir qu'on manque de connaissances et s'orienter dans le monde de l'information pour arriver à trouver la bonne information. Pas celle qui me fait plaisir, mais celle qui est la plus juste possible. Et ensuite, une fois qu'on est bien informé, on va pouvoir agir de manière efficace. Et cette fois, il faut entretenir une forme d'espoir éclairé, parce que sinon, c'est la fin et on n'y croit plus. L'idée, c'est plutôt de se dire, OK, la situation, elle est effectivement sérieuse, mais il y a moyen, avec une action collective réfléchie, de s'en sortir si on agit de manière, encore une fois, efficace et collective. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et je prends les questions et les commentaires si vous en avez. Question? Ah, tu fais passer. Ouais. Y a-t-il? Personne? Question ou commentaire, vous pouvez aussi faire un témoignage. Je vais faire un témoignage concernant autour de la biodiversité, parce que on habite à la campagne et le champ derrière chez nous a changé de propriétaire et de technique agricole. Si, je parle pas très bien. Je parle pas assez près. Et donc, les paysans avant traitaient leurs champs de manière intensive. C'est passé depuis 5-6 ans maintenant en culture bio. À l'époque des traitements intensifs, nos pommiers étaient envahis par les pucerons. Depuis qu'il n'y a plus de traitement, on n'a plus de pucerons. Effectivement, il y a plus d'oiseaux, plus d'autres insectes. Et oui, mais ça c'est un autre biais cognitif qu'on pourrait. Oui, c'est un peu simpliste. Non, mais alors bon, effectivement, déjà c'est des observations locales, mais c'est vrai que spontanément, on a ce réflexe de lutter contre la nature quand elle nous embête, et on peut faire des parallèles dans la manière dont on s'occupe de nos champs avec la manière dont on s'occupe de nos organismes, c'est-à-dire des solutions qui, en fait, ont apporté des progrès immenses. Pensez aux antibiotiques, par exemple. Mais les antibiotiques, c'est une manière de penser le germe comme nécessairement pathogène. Et donc, du coup, de la même façon que l'espèce nuisible, comme on appelle, je mets des guillemets, l'espèce qui nous embête, on balance des molécules qui sont dans l'écosystème, alors que ce soit l'écosystème de notre corps ou l'écosystème du champ, des molécules pour se battre, pour lutter contre celui qui nous fait du tort. Et on ne se rend pas compte, parce qu'on est attiré par ce qui cause des problèmes, mais on n'est pas tellement attiré par ce qui nous apporte des solutions gratuites, que l'on va attaquer tout un tas d'autres problèmes qui vont de fait faire apparaître des difficultés qui n'étaient pas là en amont. Et ces techniques, à des moments donnés, on peut penser aux antibiotiques, sont complètement salvatrices pour des organismes, mais utilisées de manière aveugle en réalité, elles vont avoir des problèmes qui vont finalement revenir plus fort encore. Et ça, le fait qu'on ne s'empare pas facilement de ces techniques de lutte contre les espèces qui nous nuisent avec on va dire un regard éclairé, c'est parce que justement on est happé par ces problèmes-là, par cette dimension perceptive des choses, et on n'arrive pas à entrevoir la complexité. Et effectivement, dans les études notamment de M. Bretagnol que je citais tout à l'heure, on se rend compte que enlever 30 à 50% des insecticides et des apports n'entraîne pas de baisse des rendements. Même aujourd'hui, c'est fascinant. Alors c'est pas sur toutes les cultures, il a démontré sur certaines cultures, mais la réalité, en fait, est celle-ci. Et pourquoi ? Pour des raisons qui sont similaires à celles qui sont évoquées. C'est-à-dire que quand vous enlevez les insectes, vous enlevez aussi les pollinisateurs. Et donc, du coup, vous enlevez, en enlevant ces insecticides, vous rétablissez des fonctions écologiques qui étaient silencieuses avant. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que, donc, ok, les gens ne se rendent pas compte de ça, donc il fallait le démontrer. Et il l'a démontré. Et même avec les agriculteurs, puisqu'ils travaillent sur des champs qui ne sont pas des trucs de laboratoire, qui sont des champs avec des agriculteurs, même là où ça
a fonctionné, même là où il a montré que baisser les taux d'insecticides n'avait pas de conséquences négatives pour les rendements et faisait économiser des charges, eh ben, tout le monde ne se met pas du jour au lendemain à adopter les bons comportements. Et c'est là où on voit que finalement, il y a une couche psychologique, une couche d'humain qui est beaucoup plus importante finalement à traiter et à considérer que les seuls problèmes physiques et écologiques. Et comment ils entrevoient la solution, et ça a été démontré par des collègues à eux en Italie, ils ont réfléchi avec des agriculteurs qui ont créé une sorte de caisse de prévoyance, au cas où, quoi. Et puis, chacun a cotisé. Et ça baisse autre chose qui est ce qu'on appelle la version risque. Je change de comportement et je me focalise naturellement sur oui, mais qu'est-ce que je vais perdre dans cette affaire, hein, on est plus inquiet par ce qu'on va perdre que ce qu'on va avoir. Et en créant cette caisse d'assurance, finalement, les gens ont eu plus confiance, ils ont adopté les comportements, ils ont changé leurs pratiques, finalement ça s'est bien passé, et donc les comportements sont adaptés durablement. Et là, on voit qu'on a toute une chaîne en réalité qui est intéressante. C'est vraiment le cœur de ce que j'ai essayé de mettre dans le bouquin. Une couche scientifique. Comprendre, si on ne comprend pas la nature, on n'arrivera pas à en prendre soin. Mais rajouter la couche humaine, parce qu'en réalité, c'est vraiment pas qu'un problème de biologie et de physique, c'est avant tout un problème de sociologie et de psychologie. Oui, merci pour votre exposé, votre présentation. Évidemment, on ne peut qu'être d'accord, enfin, a priori. En tout cas, c'est mon cas. Deux petites choses. Une première chose, je vois que vous utilisez le mot humilité, et ça, je suis totalement d'accord. Alors là, faut vraiment insister là-dessus. C'est une qualité qui est malheureusement trop facilement perdue ou qu'on ne met pas assez en avant. Donc une humilité dans les observations, et du coup ça permet de constater que autour de nous il y a de moins, ce qui se perd, c'est la capacité à observer. Juste petite anecdote. Ce matin, je conduis ma femme à un de ses rendez-vous. Moi je conduisais, donc je faisais pas trop attention. Sur les quelques 2 kilomètres qu'on a fait, elle a regardé les passants. Sur une vingtaine de passants, il n'y en a que 2 qui marchaient sans regarder leur téléphone. Donc, c'est banal, c'est tout simple, mais c'est vrai que, à mon avis, ça c'est un signe important par rapport à la société, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes petits-enfants, c'est qu'ils apprennent à regarder autour d'eux. Donc ça, on ne sait plus. Et puis, dernier point, dans le même sens d'ailleurs, on est tous à peu près ici d'une génération où, quand on a commencé à conduire une voiture, à chaque fois qu'on faisait le plein d'essence, il fallait en même temps prendre l'éponge et le seau à eau et nettoyer les vitres avec tous les insectes, les cadavres d'insectes. Aujourd'hui, on n'en a plus. On peut traverser la France sans avoir besoin de nettoyer les carreaux. Oui, tout à fait. Effectivement, hein, pour reprendre le dernier point, c'est justement un des exemples qui est très utilisé pour justement créer ces repères, hein, montrer qu'effectivement, ça revient sur les glissements des références. Hein. Peut-être que plus tard, on considérera ça comme normal. Donc ça fait partie des astuces cognitives qui permettent de repointer du doigt. Rachel Carlson, qui est une autrice, qui a parlé du printemps silencieux, pour justement montrer ce choc-là. Le printemps, on l'imagine sonore, et puis d'un coup, il serait devenu silencieux. Mais on a du mal à se rendre compte, on est un petit peu aveugle. Justement, on est souvent aveugle au silence qui s'installe. C'est plus facile d'entendre un bruit qui soudain rompt le silence que finalement, progressivement, la nature qui se meurt. Et effectivement, par ces images, on peut arriver à alerter les consciences. Évidemment, l'autre option pour alerter les consciences, c'est d'avoir effectivement des gens qui ont des compétences naturalistes, parce que c'est eux finalement qui nous alertent quand ils ont l'habitude de voir une espèce. Alors tu nous embêtes avec cette grenouille, mais c'est des signaux que le monde est en train de changer. Et ce que vous racontez, tout à fait vrai, c'est ce que les psychologues appellent l'extinction d'expériences de nature. Ils sont allés quantifier. Toujours pareil, hein, on a ces intuitions-là, elles sont justes, mais parfois les intuitions ne sont pas justes, d'où l'importance d'avoir des méthodes scientifiques, y compris en sciences humaines, pour quantifier ces processus. Donc on est allé regarder sur les 10, 20, 30, 40, 50 dernières années, le pourcentage de gamins qui montaient aux arbres, qui allaient observer les papillons, qui allaient observer la nature, pour se rendre compte que ce sont des signaux qui, là aussi, s'effondrent. Et on peut imaginer
dans le bouquin, je parle d'un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que le monde devient de plus en plus urbain, ils sont trop pises. Du coup, la nature, elle est plus loin. La nature étant plus loin, on n'y va pas. On s'en intéresse moins. Du coup, elle va encore plus se fragiliser, s'effondrer, et puis du coup, elles sont encore plus loin, et du coup, on s'en intéressera moins. Bref, on peut voir cette spirale d'indifférence, finalement, à cette nature qui se meurt. Et pour le coup, c'est non seulement intrinsèquement triste, mais c'est en plus une menace pour le bien-être de nos sociétés. Ouais, ce qui est étonnant avec justement cette expérience nature qui diminue énormément depuis plusieurs dizaines d'années, mais là un enfant qui touche la terre, c'est peut-être pas tous les jours, c'est pas la majorité des enfants en France. Et à côté de ça, on a une montée, par exemple, chez les adolescents, de la sensibilité à l'individu animal, c'est-à-dire que dans le mouvement vegan, etc., en fait, il y a une très forte sensibilité pour un individu, et puis alors que il y a une séparation effectivement de l'expérience nature. Du coup, c'est vraiment la vision change en fait. Et c'est pas qu'il y a plus de sensibilité, c'est qu'elle se reporte différemment, et du coup, elle crée des visions qui sont différentes et qui ne sont pas toujours aussi liées aux problématiques générales. Oui, tout à fait. Je pense que, si vous vous rappelez le système des valeurs dont je parlais, hein, ça met des mots. Alors on pourrait dire on s'en fiche des mots et on s'en fiche des mots, mais ça permet de pointer, même si ce sont des étiquettes, ça permet de mieux identifier des comportements. Et ce que vous racontez, c'est vraiment, ça rentre dans le biocentrisme. On élargit le cercle empathique, comme on l'a élargi tout au long de notre histoire, pour dire je prends en compte celui qui ne me ressemble pas. Parce qu'on parle beaucoup de l'empathie comme étant une émotion positive, mais l'empathie est à son revers de la médaille. En réalité, l'empathie, c'est d'abord quelque chose qu'on exerce envers les gens qui nous ressemblent. Notre famille, les gens dans notre quartier, puis dans la ville, etc. Et puis on l'a étendu, les gens qui sont différents de nous. Et puis on arrive à franchir la barrière de l'espèce pour effectivement reconnaître notamment les êtres qui souffrent, et leur accorder effectivement notre soin. Mais cette vision biocentrique, évidemment, elle est importante, mais effectivement, je vous rejoins, elle ne donne pas le même signal que celui des mains dans la terre, celui de la compréhension de ce à quoi ressemble la nature, de ses fonctionnements, et de la manière dont elle passe par nous. Et donc, du coup, elle est certes importante, mais ça peut mener à des comportements qui vont être je vois pas la souffrance, elle est pas là. Et donc du coup, on peut être vegan parce qu'on nous montre dans des abattoirs des choses qui sont horribles, et ça va finalement nous toucher et modifier nos comportements. Mais prendre l'avion X fois, utiliser des ressources qui sont très précieuses et qui vont menacer des écosystèmes et in fine des espèces, mais ça, on y est un peu aveugle. Et ça, c'est un risque. Parce que les jeunes, comme chaque génération, vit dans un monde culturel où il y a des préoccupations. Et l'important, c'est quand même de tendre vers cet anthropocentrisme qui nous fait pas juste considérer que l'animal, il est important pour sa valeur d'être sensible, mais en même temps que ce sont des écosystèmes qui ont une valeur importante, parce que ce sont ces écosystèmes-là qui, si finalement ils ne sont pas durables, sont nos sociétés qui vont finalement le vivre de plein fouet. C'est déjà le cas. Il y a des sociétés qui souffrent de notre tendance à surutiliser certaines ressources. Donc c'est important, vous avez raison de le souligner, c'est une tendance qui va dans ce sens-là. Comment essayer de rééquilibrer le tir? Et c'est important d'avoir des considérations pour les animaux qui souffrent. C'est important aussi de comprendre que quand on achète des t-shirts à 2 € sur des sites, en fait, on impacte directement des sociétés humaines et des sociétés et des espèces animales, et on ne le voit pas. Et c'est cette vision globale dont vous parlez, systémique, qu'il est important mais difficile de cultiver. Je suis d'accord avec vous. Les outils, comment pour y aller? Parce que c'est vrai que c'est difficile, mais voilà, j'en ai parlé un petit peu. Ça manque encore de cette manière d'enseigner, et je parle d'enseignement en classe, à l'école, mais aussi en dehors de l'école, sur cette vision de socio-écosystème. L'homme dans la nature, l'homme qui utilise des fibres des vêtements, l'homme qui se sert d'eux. Et donc,
ne pas engager uniquement des jeunes dans des combats qui sont des combats militants sur des espèces à l'autre bout du monde, mais aussi les ramener à comprendre, à se faire sentir partie de cet écosystème, l'écosystème urbain notamment, qui est l'écosystème qu'on regarde en dernier. Moi, j'ai grandi dans ça. Ma nature à moi, c'était le Kenya. Et pourtant, j'habitais à Marseille. Et les calanques qui étaient au bord de chez moi, je ne les connaissais pas. Et je pouvais vous citer les mammifères et les oiseaux de l'autre bout du monde, mais par cœur. Et à 8 ans, vraiment, j'avais un goût pour ça. Et ça a été complètement détourné, loin de la nature qui était la mienne, en réalité. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un dysfonctionnement ici, qui est lié en plus, qui est accentué par le fait que nos sociétés s'urbanisent, c'est vraiment remettre cette vision globale de je m'intègre dans la nature. Et ça ne va pas m'empêcher d'avoir des considérations, parce que ce n'est pas du tout opposé, éthiques importantes sur les individus, notamment par ce que je consomme, etc. Mais ça va permettre aussi de réfléchir à la manière dont je consomme plus généralement les ressources et comment je m'intègre dans le système Terre dans son ensemble. Parce que si effectivement les comportements sont un peu modelés par la norme, comment rendre désirables ces comportements respectueux de la nature dans la manière dont on vit actuellement? Tout à fait. Ouais, c'est une très bonne question. Et typiquement, une première réponse qu'on peut faire, c'est conseiller à un prof de bio, pour le dire ainsi, ou à Mathieu Vidard de la Terre au carré, de ne pas parler uniquement des choses qui ne vont pas. C'est tout bête, hein, mais c'est répartir le temps de ceux dont on discute. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'éléments pour réinsister sur le problème. Et le problème, c'est que, vous savez, quand vous êtes enseignant, la grande difficulté, c'est l'hétérogénéité des élèves. Parce que vous avez du mal à 30 personnes à parler de la même façon, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Alors imaginez, avec toute la population, certaines personnes, ça y est, sont convaincues, elles ont compris. Il y a un gros problème. Elles veulent des solutions pour agir. D'autres sont toujours dans le déni. Et on cherche à les convaincre. Mais malgré tout, dans l'équilibre, montrer que des gens agissent. On parle tout le temps des problèmes, notamment des psychologues ou des sociologues que j'ai beaucoup lus et beaucoup appréciés, disent « allons voir les cas où ça a marché ». Tirons de l'information de toutes ces situations, parce que c'est comme plein d'expériences aléatoires, avec certains cas où ça a marché. Au Costa Rica, par exemple, une super expérience on essaie d'imposer une certaine forme de gestion de la nature à des populations autochtones. C'était des commandements qui venaient de l'extérieur, ça marche très très mal. Et quand on leur a donné ça fait des guerres civiles, hein, des trucs vraiment horribles, quand on leur a donné les clés de gestion de leur propre écosystème, elles ont intégré finalement, on peut le regretter, hein, mais une certaine logique économique, sauf que l'argent leur revenait, elles pouvaient parler de leur propre nature, elles ont fait évoluer leurs pratiques dans un monde qui change, on peut encore une fois le regretter, mais ça s'est révélé être 1000 fois plus efficace que les systèmes qui venaient de l'extérieur, et donc il y a eu une gestion vertueuse de la manière dont on s'occupe, on gère la nature, dont on apporte, dont on donne les clés aux bons acteurs sur la manière avec laquelle s'y prendre. Donc l'idée, effectivement, c'est difficile de trouver les bons ingrédients, mais parlons de ce qui fonctionne pour justement inciter les personnes à s'emparer de comportements qui sont vertueux, plutôt que uniquement d'insister sur la gravité du problème. Je ne sais pas si j'ai répondu, ou en partie. Autre question? Je réponds parce que je fatigue un petit peu, je donne la fin de la réponse. Il y a en éducation, il y a beaucoup de travaux ici autour de mettre des élèves, mais des groupes aussi sociaux, comme acteurs de leur futur. Donc j'ai donné une partie effectivement de la réponse. L'autre aspect, c'est vouloir changer le système de valeurs. Donc, faire expliciter les valeurs autour d'une table, construire un futur proche, passer par l'imaginaire pour essayer d'imaginer des futurs. En tout cas, il y a des gens qui essaient d'essayer de faire glisser la problématique de « ok, on est coincé dans les normes qui nous poussent à consommer, etc. » Et plutôt que juste dénoncer le système, pousser les individus à s'emparer s'emparer du problème pour arriver à imaginer d'autres solutions. Voilà, je voulais juste finir avec ça. Oui, alors moi c'était à propos de la Raffine, et puis ce qui nous réunit tous ici, c'est la question... Ah, pas si près, pardon. La question de l'esprit critique. Et donc l'esprit critique, c'est savoir déterminer à qui on fait confiance, quoi, avec le peu de temps qu'on a pour faire confiance. Et le problème, c'est qu'on a une société où il y a énormément de mensonges, et en particulier des gens à qui on délègue le pouvoir.
les gens à qui on délègue le pouvoir, que ce soit au niveau politique ou bon. Donc, ce qui fait que quand les gens qui sont autour de nous, ils savent plus du tout à qui se fier. Et ils disent, moi, j'arrête de déléguer, j'arrête de croire, parce que de toute façon, les gens qu'on délègue, en fait, on ne peut plus leur faire confiance. Et en plus de ça, ils voient aussi qu'au niveau de la science, il y a aussi des problèmes. Il y a régulièrement des scandales, parce qu'on se rend compte qu'il y a des publications qui ont été soumises à des intérêts financiers, etc., et qui donc étaient biaisées. Alors voilà, alors comment est-ce qu'on s'en sort quand c'est comme ça, avec les gens en plus qui ont un pied, qui en plus un réflexe psychologique de dire, moi je me sens piégé, mon cerveau il va trouver des raisons de ne pas agir, et en plus il en trouve facilement, puisque il y a des gens qui trahissent sans arrêt la confiance que les gens leur accordent. Et ça, moi, je pense que c'est quand même un gros problème qu'on a actuellement. Alors bon, moi, je pense qu'effectivement, agir localement, c'est une solution, quoi. Parce que là, on se dit, avec les gens qu'on a au bord de nous, et puis on discute et on voit les effets réels, etc. Ça, c'est peut-être une solution. Mais quand même, en partie, parce que si les solutions sont locales, les problèmes, eux, sont globaux. C'est-à-dire que sinon, après, ça se trouve, moi, je vais vous dire que j'ai beaucoup d'oiseaux dans mon jardin et que du coup, la crise environnementale, elle va pas. Donc, je peux pas avoir une posture relativiste non plus. Alors, c'est une très vaste question, effectivement. La première chose, c'est qu'il faut lutter contre cette illusion qu'on peut justement recréer les savoirs à notre niveau. On est une société de la confiance. Et la première chose à faire comprendre aux gens, c'est qu'ils font confiance. Qu'ils le veulent ou pas, ils font confiance. Déjà, par exemple, ça c'est un exemple qu'utilise le sociologue Bronner, quand vous postez votre lettre, vous faites confiance à une chaîne d'action incommensurable. Quand vous arrêtez un feu rouge, faites confiance à la personne qui conduit, à l'ingénieur, etc. Donc on passe notre temps en réalité à faire confiance. Donc ça, c'est le premier truc. C'est pas vrai qu'on peut ne pas faire confiance, qu'on peut se replier sur soi. On achète des vêtements, on prend des médicaments. Donc la confiance envers la science, on l'a et on ne voudrait pas qu'on nous la retire. Sinon, il ne faut pas être aveugle à tout ce qu'on perdrait du jour au lendemain. Donc la question, c'est, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il faut faire confiance, parce qu'il faut faire confiance, autant faire confiance aux bonnes personnes. Est-ce que je suis capable, effectivement, de trouver des indices qui me permettent de savoir qui faire confiance. Effectivement, le politicien, il a malheureusement de bonnes raisons de ne pas utiliser à un moment donné la meilleure information possible. Et moi, j'ai besoin en tant que citoyen de me construire des outils, une banque d'outils qui vont me rendre plus à même d'arriver à repérer, à séparer le vrai du faux. Alors, c'est ça. Nous, on travaille beaucoup sur l'éducation à l'esprit critique. On a écrit sur le sujet. Déjà, la première chose, c'est de dire que depuis qu'on est jeune enfant, on ne fait pas confiance à n'importe qui. Et ça, c'est un bon signe. C'est comme si on avait des bases naturelles d'esprit critique. Un petit enfant de 3 ans, si vous lui mettez devant une vidéo avec 2 adultes qui nomment des objets, il va accorder, et puis ils ne sont pas d'accord sur ça, ils vont appeler un yift ou l'autre un zaz. L'enfant, il ne va pas faire confiance au dernier qui parle. Il va d'abord faire confiance aux individus qui s'occupent de lui. Donc ça, c'est positif, même si après, ça peut devenir négatif. Il fait confiance aussi à une certaine forme d'expertise. Si, par exemple, avant de dire que c'est un lift, un des adultes a dit que ça, c'était une table au lieu d'un ordinateur et ça, un ballon au lieu d'une bouteille, et que l'enfant connaît bien ce vocabulaire-là, il va se dire « Ouh là, celui-là, il n'est pas très expert, je ne vais pas lui faire confiance ». Donc on a, depuis notre plus tendre enfance, des outils d'esprit critique naturel. Le but de l'école, c'est finalement d'augmenter cette banque à outils, parce que ces outils ils étaient bien pratiques pour nous permettre de savoir à qui on fait confiance dans des cas simples comme ça, identifier si des gens sont heureux ou pas heureux autour de nous, ça on est meilleur que des intelligences artificielles pour le faire. Mais déceler le piège de l'effondrement des morues, ça c'est plus compliqué parce que nos outils naturels ne nous permettent pas de faire ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque à l'esprit critique par le biais de la science. Donner les moyens au grand public d'avoir une certaine littératie scientifique, reconnaître la différence entre l'opinion et la connaissance. Ça passe dans un premier temps par comprendre que non, toutes les affirmations ne se valent pas. Donc distinguer ce qui relève du fait de ce qui relève de l'opinion. J'ai le droit d'avoir une préférence pour si le chocolat c'est bon ou pas. Je n'ai pas d'avoir de préférence sur le fait que c'est fabriqué à partir de la fève de cacao. Donc ça, c'est important d'éduquer à ça. Et ça, pour le coup, c'est encore une voie possible. Et ensuite, évidemment, on ne peut pas demander aux gens d'aller faire ce que je me suis amusé à faire pour les ours polaires. Je ne le ferai d'ailleurs pas sur un autre sujet demain. L'idée, c'est d'utiliser ces fameux proxys dont je parlais tout à l'heure. Et ça, je crois qu'on en est capable. On n'a pas encore essayé vraiment de le faire. Est-ce que la personne est experte ? Est-ce que la personne parle en son nom propre ou pas ? Ce type d'astuce, l'éducation est capable, en quelques années, je pense, mais encore faut-il que les enseignants s'en emparent, d'arriver à forger des outils pour... Effectivement, il y aura toujours des tricheurs, il y aura toujours
des scientifiques, attention, à la marge. Hein. Si, encore une fois, si vous devez faire confiance en des gens, allez faire confiance au consensus scientifique. Et si vous faites confiance au consensus scientifique, vous risquez pas de vous tromper. En tout cas, vous êtes obligé de faire un pari à un moment donné, et des choses qui sont admises depuis des années par des générations entières. Je vous vois aussi, après je vous redonne la parole, mais pour le changement climatique, il faudrait arrêter de revenir sur le sujet. Effectivement, on a suffisamment de preuves et nos sociétés sont dans l'obligation d'agir. J'utilise beaucoup cette métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais si vous êtes obligé de tricher au dernier moment sur une copie parce que vous devez rendre votre contrôle et que vite ça va sonner, et vous avez la possibilité entre deux personnes, celui qui a 4 sur 20 de moyenne et celui qui a 19 sur 20 de moyenne. Si vous avez une posture relativiste, vous allez dire bah, je fais confiance à personne. Même celui qui a 19 sur 20, de temps en temps, il se trompe. Ah, vous êtes malin. Hein. Vous allez quand même aller voir celui qui a 19 sur 20 parce qu'en moyenne, il se trompe moins que les autres. Donc évidemment que la science, à un moment donné, elle peut changer d'avis. Évidemment qu'au sein de la communauté scientifique, il peut y avoir des gens qui trichent pour des raisons particulières. Mais globalement, il faut éduquer les gens à avoir confiance en une information qui est fiable, validée depuis des générations par des communautés de gens. Et c'est une éducation qui est, à mon avis, coûteuse, mais qui peut se faire, qui peut se réussir si on y met les moyens. Je reconnais avec vous que le défi est grand et qu'il est temps que de plus en plus d'enseignants s'emparent de ces problématiques. Ils le font. Est-ce que ce sera suffisant face à un monde qui évolue toujours plus vite? Je le crois, parce que la problématique, en réalité, c'est pas tant une problématique de médias qu'une problématique, on l'a dit, d'humilité éclairée et de capacité à accorder sa confiance envers des bonnes sources d'information, parce qu'elles existent. Quand on les cherche sur Internet, on trouve les bonnes réponses si on les cherche bien, quoi. Mais il faut s'éduquer à ça. On n'est pour l'instant pas naturellement éduqué à ça. Et historiquement, on faisait des cours de sciences pour expliquer aux gens ce que c'était la science. Aujourd'hui, on essaie de faire des cours de sciences pour expliquer le fond scientifique, mais aussi la nature de la science, comment elle travaille, pourquoi elle est une procédure qui, au final, dégage des informations qui sont plus fiables que les opinions personnelles. Et ça, c'est un effort effectivement collectif à faire. Peut-être une dernière question, peut-être. Après, on va s'arrêter. Bon, alors, s'il n'y a pas de dernière question, j'allais faire un commentaire sur le consensus scientifique, mais ça vient d'être fait, donc je ne le ferai pas. Donc, vous pouvez... Donc, on va s'arrêter là. Merci encore. Merci. Vous pouvez acheter les différents livres que Mathieu a publiés. Comme information supplémentaire, on aura une prochaine conférence qu'on organise le samedi 11 janvier à 15h, pas ici, à la médiathèque Jean Lévy à Lille. La conférence, elle sera donnée par Jean-Gabriel Ganassia sur un sujet qui n'a peu de choses à voir avec celui d'aujourd'hui, c'est sur l'intelligence artificielle expliquée aux humains. Ouais. Ouais. Et elle sera animée par Jean-Paul, cette réunion. Moi, j'aurai la chance de marcher dans la montagne à cette époque-là. Ouais. J'ai pas précisé.